Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique les bases de ce que c'est la politique. Voilà, on revoit vraiment les trucs simples pour débuter et commencer à comprendre et se forger une opinion. On fait ça tous les lundis avec mon camarade Nemo, et d'ailleurs, salut Nemo. Salut Adrien, ça va ? Ça va, tu vois, autant la semaine dernière j'étais en pyjama, cette semaine j'ai mis une chemise pour un sujet sérieux. Tout à fait. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va être le sujet du jour ? Eh bien aujourd'hui on va parler de l'armée, voilà, du rôle de l'armée, de son poids, de tout ça. Et sur ce, petite musique. Alors on vient d'entendre la Marseillaise qui est le jingle, l'hymne non seulement de la France. C'est pas des termes très militaires ça, le jingle de l'armée française. On est sur un podcast, voilà, on est à la cool et donc c'est un peu non seulement l'hymne français mais aussi un peu la chanson, la musique qui symbolise le mieux les militaires puisque donc l'armée, qu'elle soit de terre, de mer ou des airs, c'est une force armée qui est au service de la France et des Français sous les ordres donc du chef de l'État, donc président pour la France et donc tous les états-majors et ministres de la Défense évidemment. Quel est toi ton regard avant qu'on commence un peu à expliquer son rôle et peut-être un peu débattre aussi de sa place dans la démocratie? Alors l'armée évidemment c'est actuellement consubstantiel, je crois que c'est comme ça qu'on dit, d'un pays, d'une nation, qu'elle soit une démocratie ou non. Il faut une organisation humaine qui est en charge de ses intérêts nationaux, que ce soit à l'intérieur du pays, mais surtout à l'extérieur. La guerre est une saloperie, je pense que on sera à peu près tous d'accord là-dessus, mais malheureusement, elle existe toujours, et donc il faut une organisation chargée de la défense de la population, du territoire et de nos intérêts. Toute la question de l'armée, une fois qu'on a dit ça, est pas posée, puisqu'après, les vraies questions arrivent, c'est quelle importance pour l'armée, quel budget, jusqu'où on va, jusqu'où on est engagé géopolitiquement et au niveau international dans des conflits qui parfois où on n'est pas belligérant direct, jusqu'où on va. L'armée pose beaucoup de questions et là où elle aime généralement les réponses ordonnées et simples, malheureusement le terrain politique est tout sauf simple. Alors effectivement le terrain politique est tout sauf simple, mais le terrain militaire ne l'est pas non plus, d'où oui. Une professionnalisation de ces métiers-là et non plus des armées je crois que c'est conscrit le terme. Alors je vais aussi prendre un peu le soin d'expliquer un peu le contexte dans lequel on explique ça. Moi-même et Nemo ne sommes pas militaires de métier. Nous sommes de cette génération qui n'a pas connu le service militaire et qui a eu cette journée d'appel à la préparation de la défense, ce qui explique peut-être un point de vue un peu biaisé sur ce point. Oui. Au-delà du point de vue biaisé, puisqu'en politique, on a forcément, surtout quand on parle de l'armée, qui est un sujet extrêmement sensible, on a forcément une opinion. Je pense qu'on pourrait dire surtout qu'on a un avis assez extérieur, parce que l'armée, c'est appelé la grande muette, c'est le surnom de l'armée où on ne dit pas vraiment à l'extérieur. Forcément, il y a le secret militaire, c'est-à-dire le secret défense, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas révéler pour des questions d'intérêt national, de secrets nationaux. Mais il y a aussi tout un vocabulaire, toute une relation aux autres. C'est quand même un environnement, on pourrait même dire une bulle assez particulière. Et c'est des choses que l'on n'expérimente pas ni professionnellement. Moi, je l'expérimente pas au travers de ma famille. J'ai aucun militaire dans ma famille, à part un oncle qui doit être gendarme, mais que je connais pas beaucoup, quoi. Voilà, donc on n'a pas forcément ce rapport humain et qui va jusqu'au mot avec l'armée. Ça signifie pas pour autant qu'on lui manque de respect ou qu'on trouve pas le sujet intéressant, mais
je pense que c'est important de le dire, c'est on risque de faire des erreurs, ou en tout cas de pas forcément avoir toujours les termes exacts par rapport à ce qu'un militaire aurait dit. Exactement. Et tu fais très bien de le préciser. Et j'ajouterais un terme qui me semble très fort. Et on l'avait évoqué pour la fonction publique, et c'est encore plus vrai dans le cas de l'armée, peu importe que ce soit marine, des airs ou de terre, c'est la notion de culture. Il y a vraiment une culture de l'armée avec ses termes, ses hiérarchies, ses fonctionnements. Par exemple, on sait que les pompiers de Paris, par exemple, sont des militaires, et tous les supérieurs ont connu le terrain, ce qui donne une vraie légitimité lorsqu'il y a des ordres et des décisions compliquées à prendre. Alors dans les rôles, c'est une vision aussi. C'est une vision, effectivement. C'est un rapport au monde et aux autres. Et parmi les rôles qu'on peut lister de l'armée, alors pour le coup, je crois que c'était sur la page Wikipédia de la marine que j'ai lu ça, mais je pense que ça s'applique à toutes les armées. Il y a différentes missions qu'on peut lister. Déjà, la connaissance et l'anticipation des événements et du terrain, la prévention, la dissuasion, l'intervention et la protection. Et c'est vrai que ce sont des missions qu'on retrouve un peu partout, notamment dans les missions de surveillance, de maintien de la paix, qu'on peut retrouver dans le monde. Je ne sais pas quel est ton regard, toi, par rapport à ces différents éléments qu'on retrouve fréquemment. Je pense surtout ce qui est important d'expliquer, parce que c'est quelque chose qui est parfois flou, c'est que s'il y a un ministère de l'Intérieur en France et un ministère des Armées, c'est bel et bien parce que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que on entend parfois des discours quand il y a des ça va être un peu d'actualité, mais quand il y a des manifestations on va dire violentes, ou des événements violents dans certains quartiers populaires, on dit pourquoi on n'envoie pas l'armée. Mais l'armée, son terrain d'intervention, c'est certes le renseignement, la protection de la population, du territoire, etc. Mais c'est quand même une organisation qui est tournée aussi vers l'extérieur. L'armée n'a pas vocation à régir la vie intérieure d'un pays dans une démocratie. C'est un autre genre de régime quand c'est l'armée qui est aux commandes. Ou alors c'est qu'on est vraiment en temps de catastrophe, et c'est extrêmement temporaire. L'armée est véritablement dédiée à la défense. Voilà, c'est de la défense de la population, et donc ça suppose regarder vers l'extérieur, surveiller, se préparer au prochain conflit, entraîner des hommes pour la guerre tout simplement, faire des interventions à l'extérieur, mais c'est véritablement pour moi un rôle de préparation, de surveillance et tout simplement de défense. Je trouve que le terme de ministère de la Défense est assez parlant en fait, parce que quand on dit la défense, on voit bien la différence avec l'attaque, parce que l'objectif normalement de l'armée, c'est de défendre, c'est pas d'attaquer. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Je vais faire une précision, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, et je n'ai pas voulu te corriger dans la foulée. À noter que tu as parlé des gendarmes tout à l'heure, qui est effectivement une force armée. Et d'ailleurs, il y a la culture qu'on retrouve dans l'armée au sein de la gendarmerie. Toutefois, la gendarmerie est sous tutelle donc, du ministère de l'Intérieur. Et en fait, ces prérogatives sont en dehors des villes. Voilà, juste pour faire la précision là. Alors, tu l'as évoqué, effectivement, il y a toute une culture, il y a toutes des prérogatives, et la notion de défense est très intéressante. À noter aussi, dans notre démocratie, dans notre 5e République, et particulièrement depuis la suspension du service militaire, on est maintenant sur une armée de professionnels, des gens qui, c'est leur métier, ils candidatent, etc. Il y a des procédures de recrutement, et non pas une armée d'obligés. Je sais, le terme est sans doute pas le bon, je crois que c'est d'appeler le terme, mais ça change quand même la donne dans une vision de l'armée et de la démocratie. Oui, clairement. C'est Jacques Chirac qui avait mis fin au service militaire, où tous les jeunes hommes en âge et en capacité de le faire passaient une année, je crois, auprès des forces armées. On est sur un changement de culture, de société, je vais reprendre le mot, c'est-à-dire que la France n'a pas connu de conflit sur son sol depuis de grands conflits, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale. D'où je vais pas revenir sur le "nous sommes en guerre" d'Emmanuel Macron, mais pour désigner le Covid. Mais le fait est que en France,
on a décidé de réserver l'armée à ceux qui souhaitaient la faire, qui pouvaient le faire, qui donc vont s'engager volontairement pour le faire, et de ne plus entre guillemets prendre une année à tout le monde pour faire son service militaire. C'est effectivement un changement de culture assez global. Bon, c'est pas venu d'un coup, hein, c'est pas juste Jacques Chirac qui a décidé d'un coup on arrête et tout s'est arrêté d'un coup, ça a été un bouleversement majeur. Non, c'est quelque chose qui est progressif, etc. Et certes, il y a une partie de la population qui est un peu nostalgique de cette idée d'utiliser l'armée pour construire un vivre ensemble ou une espèce d'unité nationale autour de certaines valeurs militaires. On le sent d'ailleurs avec la création du SNU, Emmanuel Macron, d'essayer de titiller un peu cette fibre un peu conservatrice sur le plan politique. Mais voilà, ça a été... on reste aujourd'hui à je pense que le terme que tu as utilisé, une armée de professionnels. C'est véritablement quelque chose qui me semble très important pour définir qu'est-ce que c'est que l'armée aujourd'hui. Je vais juste éclaircir 2 points. Donc le SNU, donc c'est le Service National Universel, qui est en tout cas en expérimentation depuis 1 an ou 2, je crois maintenant. Et donc ça, c'était le premier éclaircissement. Et tu as évoqué qu'il n'y avait pas de guerre, en tout cas sur le sol français. J'aimerais juste nuancer cet aspect-là, parce qu'il y a eu ce que certains appellent les événements d'Algérie. Je parle de la guerre d'Algérie, et sans parler de tous les les événements qui ont pu se produire dans les dom-toms et notamment sur les phases de décolonisation où l'armée a eu pas forcément le meilleur rôle. Et donc voilà, je pense que c'est important de le préciser, oui, parce c'est vrai que voilà, c'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça révèle un biais de pensée, hein. C'est-à-dire que moi, la colonisation m'était complètement sortie de la tête. C'est la preuve que également par mon histoire familiale et personnelle, n'ayant pas été touché et ayant été éduqué avec l'Hexagone, on en oublie également les actions de la France durant les années de colonisation, et tu fais très bien de le rappeler. Et oui, enfin, je pense ça parce que une des principales sources de entre guillemets de travail de l'armée, en tout cas actuellement, sont donc dans des missions de maintien de la paix, donc assurer des cessez-le-feu, des désarmements, de l'aide humanitaire à l'étranger, et notamment dans d'anciennes colonies, notamment ce qu'on appelle généralement la France-Afrique, où alors il y a des missions effectivement qui sont à destination des civils. Et aussi, il faut le souligner, à destination de protection de points stratégiques pour l'État français. Je pense notamment à tout ce qui est les pays qui nous permettent d'avoir du pétrole, de l'énergie globalement, de l'uranium, etc. Oui, c'est-à-dire que l'armée française, en tout cas, n'interagit pas uniquement dans le cadre de coopération internationale avec l'OTAN, l'Union européenne, l'ONU, etc. Il y a aussi une vraie vision nationale de ce que doit être notre politique à l'international, et notamment la défense d'intérêts commerciaux ou de relations qu'on a avec certains pays. Et en parlant d'action à l'international, je pense qu'il est quand même important de rappeler, en parlant de l'armée, que la France est une puissance nucléaire, et donc qu'on a l'arme nucléaire qui est une arme de dissuasion, dont on espère tous qu'elle sera jamais utilisée, mais c'est quand même une caractéristique de notre armée, avec le fait que on est une grande armée en Europe. Hein, je pense que si on prend les pays de l'Union européenne, on doit avoir la plus grande armée, et surtout c'est une armée qui est avec un budget en augmentation. C'est-à-dire que ça par contre c'est un vrai changement, un vrai changement de pied, alors que les budgets de l'armée avec la diminution des conflits, on va dire, qui touchaient le territoire national, était un budget en baisse régulière, voilà, je crois que ça date de la fin des années 80, début des années 90. Depuis 2018, on réaugmente les budgets de l'armée. Notamment avec l'aspect prévention et protection contre le terrorisme. Voilà, le terrorisme est clairement passé par là. Je vais peut-être boucler dans les différentes missions de l'armée, en tout cas dans notre démocratie française de la Ve République. Il y a aussi tout ce qui est l'aspect humanitaire, notamment protection des civils. C'est vrai que on le voit plutôt à l'extérieur quand il y a des catastrophes. Des fois, l'armée française apporte son soutien, mais on le voit très récemment avec la crise
crise du Covid avec l'opération, j'ai oublié le nom de l'opération, mais qui intervient. Oui. Je sais plus, qui intervient donc pour prêter main forte aux équipes à la première ligne. Tiens, d'ailleurs, on retrouve un jargon militaire. Et on voit aussi que il y a d'autres missions qui sont pas l'humanitaire, qui sont pas la protection pure et dure. Mais par exemple, j'ai vu que la Marine nationale participait au plan polluard, je crois, pour lutter contre la pollution. Et aussi, il participe à la surveillance de la surpêche. Donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Mais ce qu'on remarque en fait quand on creuse un peu la question de l'armée, c'est que, alors, il y a eu des crises, notamment je pense au départ du général De Villiers, je crois, et que s'il y a on a pu constater un détricotage de l'État social, il y a peut-être aussi un détricotage de l'État en tant que chef des armées, avec notamment le recours à ce qu'on appelle des SMP, des sociétés militaires privées ou des entreprises militaires et de sécurité privée, c'est-à-dire voilà, des agences ou plus vulgairement des mercenaires. Oui, après ça c'est des sujets un peu complexes, il faudrait vraiment rentrer dans les détails, mais clairement le budget de l'armée fait l'objet d'une intense campagne de lobbying. Hein. On faut pas se le cacher, la France vend des armes également, voilà. Et les lois de programmation militaire sont toujours des moments assez tendus, on va dire, au niveau budgétaire. Donc voilà, je pense qu'on pourrait consacrer une émission entière sur les lois de programmation militaire. C'est un sujet véritablement intéressant parce qu'il définit un peu l'argent et aussi une part de la stratégie. Comment on investit l'argent de la défense, sur quoi on va, vers où on va, c'est des sujets majeurs pour la définition de ce qu'est la politique internationale et nationale de la France. Et qui va voilà, autant gérer les budgets donc, de l'armée entre guillemets de fonctionnaires chez nous que justement ces entreprises privées qui mènent des opérations parfois tout à fait légitimes de protection, d'humanitaire, etc., de consulting. On vend l'expertise française. Je pense par exemple au groupe Défense Conseil International qui est possédé à 50% par l'État, qui vend son expertise en Asie et au Moyen-Orient. Et puis des choses peut-être plus, sombres. Je pense notamment à Amesis, qui est une filiale de l'entreprise Bull, BU2L, qui là vendait, en tout cas a été pris la main dans le sac pour vendre des outils de surveillance militaire à des dictatures, dans des procédures de surveillance généralisée. C'est jamais très... j'ai l'air très jojo, même si l'expression est un peu bizarre, mais c'est jamais très jojo. Très jojo quand on va regarder dans les détails de ce que fait l'armée, parce que clairement on n'est pas dans le meilleur de l'âme humaine là-dessus. Ce sont des choses parfois nécessaires, parfois hautement contestables, sur lesquelles les enquêtes journalistiques sont complexes, voire très complexes. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez touchy. Mais je sais pas si on peut partir sur la politisation un peu de l'armée, parce que ça reste, on en revient à ce qu'on disait dans une de nos premières émissions sur qu'est-ce que c'est la gauche, qu'est-ce que c'est la droite, mais le rapport à l'armée est vraiment une grande définition de cette différence droite-gauche, quoi. Il y a vraiment énormément de valeurs comme l'autorité, le respect des hiérarchies, une certaine forme de conservatisme dans la manière de fonctionner, qui a quand même un rapport avec l'armée. C'est complexe de dire voilà tout un groupe est de droite ou est de gauche, mais les études électorales qui ont été faites sur les personnels de l'armée révèlent quand même un fort tropisme à voter à droite, et l'armée fait partie en quelque sorte du paysage idéologique de la droite comme de l'extrême droite, là où le rapport de la gauche est beaucoup plus complexe et quand même prend pas mal de pincettes avec l'objet armé, puisque faut quand même le dire, les opinions anti-militaristes sont quand même fortement ancrées à gauche. En
En tout cas, on espère que cette émission vous a poussé à vous intéresser à la question de l'armée, peu importe vos préjugés. Et en tout cas, ça montre que... c'est passionnant. Hein. Voilà, que c'est un sujet passionnant et que, en tant que citoyens et citoyennes qui allons élire des personnes qui vont gérer ces questions-là, il est important de se pencher sur ces questions-là. Merci beaucoup, Nemo. Merci, Adrien. On se retrouve, ce soir, tu ne peux pas être là, puisque pour rappel, maintenant, le lundi soir, donc le jour de notre diffusion du podcast, nous faisons un débrief sur Twitch, donc à partir de 21h. On répond à vos questions, à vos commentaires, avec une petite écoute en direct. Donc on te verra pas ce soir, mais on te retrouve la semaine prochaine, Nemo. Normalement, si tout va bien, on me retrouve la semaine prochaine. Et sinon, on te retrouve dans Canapé Game, les Pyrénées et à gauche toute, évidemment. Voilà, et toi d'ailleurs, on te retrouve dans Ludologie et parfois on est invité dans à gauche toute, comme quoi. Petite famille, comme l'armée. Comme l'armée, c'est une grande famille. Petite famille, c'est ça. Sauf que nous, on n'est pas muets. Merci beaucoup à Suzy Q pour le générique. Merci beaucoup aussi à cet auditeur ou auditrice, je ne sais plus, qui nous a envoyé un petit mail. C'est très gentil. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou par mail. On essaiera de répondre le plus rapidement possible. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Et la petite citation que l'on doit à Hannah Arendt: la politique repose sur un fait, la pluralité humaine. À bientôt. À bientôt. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.